Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer le cours numéro 14, le cours qui concerne l'école de Chicago. Le cours d'aujourd'hui, donc on va essayer de voir c'est quoi cette école de Chicago, c'est quoi son contexte de formation et les architectes les plus influents, les différents défis de réflexion, les principes utilisés et les nouveautés, et on va voir l'influence de Louis Sullivan. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y avait un incendie dans l'année 1837 dans la ville de Chicago qui a détruit énormément de bâtiments sur une surface de 8 km². C'est quand même très important, c'est pratiquement la moitié de la ville de Sétif actuellement. Et deuxième contexte, c'est qu'il y avait un boom démographique. Regardez la population entre 1840 jusqu'à 1900, c'était de 4000 jusqu'à 1 million. Donc c'est une accélération démographique très importante. Donc si on a un besoin de construction, puisqu'il y avait un incendie, et on a un autre besoin parce qu'il y a un boom démographique. Donc on a une réflexion en architecture qui est orientée beaucoup plus vers la rapidité de la construction, puisqu'il y a un incendie sur toute la ville qui est venu subitement. Donc on veut reconstruire, mais il faut reconstruire très rapidement, parce que l'incendie c'est une catastrophe, et donc il faut que la ville et la vie recommencent très rapidement. Il fallait aussi rentabiliser le foncier, c'est-à-dire rentabiliser le foncier, c'est-à-dire avec le boom démographique, il y avait une demande très importante sur le foncier. La solution pour rentabiliser le foncier, c'est bien sûr aller en hauteur et avoir une plus grande densité. Donc, si on va essayer de cerner les éléments clés de la réflexion, c'est-à-dire à Chicago, les architectes et les ingénieurs ont essayé de faire face à quelques problèmes. Tout simplement, il y avait une grande demande. La ville incendiée, le foncier, il voit son prix augmenter. Donc, le prix du foncier a augmenté, donc il faut rentabiliser le foncier. Donc si on achète une parcelle de terrain, il ne faut pas se contenter de faire un étage ou 2 étages, il faut aller au maximum pour rentabiliser ce foncier. Donc la solution c'est aller en hauteur, et c'est ce qu'on appelle la densification. Deuxième élément clé de la réflexion, c'est qu'il y a un besoin en bâtiment, puisqu'il y a un boom démographique, il y a une population très importante et il faut reconstruire, donc c'est ce qu'on appelle le boom démographique qui va suivre un boom de la construction. Donc il faut construire rapidement, et pour construire rapidement, on a essayé d'aller vers ces solutions. C'est-à-dire la préfabrication, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller rapidement avec travail sur usine et montage sur site. On peut aussi travailler avec des matériaux beaucoup plus légers pour aller plus rapidement. Donc il faut construire en hauteur et rapidement. Alors il y avait le groupe d'architectes et ingénieurs dans la ville de Chicago qui ont essayé de trouver des solutions à ces éléments de réflexion. Bien sûr, ce groupement c'est appelé école de Chicago, mais réellement c'est pas une école avec une formation, etc. Donc c'est juste un groupe qui ont travaillé dans une seule période de temps et ont essayé de développer des procédés de conception et de construction. Construire rapidement et construire en hauteur, c'est pas assez facile. Il y a toujours des défis. Le premier défi, c'est comment construire un bâtiment en hauteur. Le problème, c'est pas la structure, mais le problème, c'était la circulation verticale. On ne peut pas construire un bâtiment de 10-15 étages en utilisant les escaliers comme un moyen d'ascension, c'est-à-dire comme un moyen de circulation verticale. Il y avait avant ce qu'on appelle le monte-charge, donc c'était une plateforme avec un système pour monter et descendre, mais on l'utilisait uniquement pour les charges, pas pour les transports des êtres humains. C'est grâce à Elisha Graves Otis, donc Otis c'est une marque qui existe jusqu'à maintenant, qui fabrique et conçoit les ascenseurs, qui a développé un système de sécurité, ce qu'on appelle un système de parachute, contre la chute. Donc là, c'est une illustration qui montre comment il a déchiré le câble
Ok, et le système ici, il est en train de... il y a un système de sécurité dans les côtés, dans les latéraux. Donc, on peut utiliser le monte charge pour transporter quand même les êtres humains, et ça s'est développé par la suite comme un ascenseur. Donc, du moment qu'on a confiance en cette invention, donc on peut l'utiliser dans une utilisation ce qu'on appelle domestique, donc pour les humains. Donc, l'astuce, c'est juste qu'il y a dans les côtés une paroi dentée, ce que vous voyez ici, et s'il y a une chute, donc il y a un crochet qui va stabiliser et arrêter la chute. Deuxième défi, c'est qu'il fallait protéger la construction contre l'incendie. Le cours précédent, on a dit que la structure métallique, elle a des avantages, c'est qu'elle est rapide, elle est légère, etc. Mais elle a un problème, c'est qu'il faut trouver comment la protéger contre l'incendie. Donc d'abord, on a utilisé la charpente en fente, puis on a utilisé l'acier, parce que c'est un matériau beaucoup plus résistant, beaucoup plus souple et plus commode. Et on l'a couvert par des matériaux ignifuges, qui dans la dernière fois, donc c'est des matériaux qui résistent au feu. Ignifuge, c'est-à-dire ça résiste au feu. Donc là, ici, c'est un exemple, une colonne métallique. Ok. Et là, on va couvrir avec des fireproof blocks. Donc c'est des blocs qui résistent au feu. Généralement, le matériau, la dernière fois, c'est le plâtre. Qu'est-ce que ça a donné? Tout ça, c'est-à-dire tout ce travail, cette reconstruction massive de la ville de Chicago, elle a donné ce qu'on appelle le Loop ou le Down City ou le City Center. Donc, on a construit des bâtiments en hauteur qui étaient dédiés pour les bureaux, les commerces, les assurances, etc. Et c'était un regroupement dans une seule zone. Donc, c'était la partie centrale de la ville de Chicago qui était construite en gratte-ciel dédié pour le secteur commercial ou les services. Chicago, c'est une ville qui donne sur un grand lac. C'était une partie facilement inondable. Le terrain, il n'était pas très résistant, donc il faut aller vers des fondations profondes. Une des développements, des inventions de cette période, c'était les fondations profondes, c'est-à-dire les fondations sur pieux. Donc, c'est des fondations qui sont profondes, qui vont jusqu'à 20-30 mètres, et ça peut résister à plus de 10 étages. Et c'était une invention de Burnham et Root. Donc, ils ont développé ces fondations profondes. Bien sûr, il y avait d'autres systèmes de structure, comme le radis général. Le radis général, c'est-à-dire au niveau de la fondation, on n'a pas de semelle isolée. Toute la parcelle va être utilisée comme une seule grande semelle, ce qu'on appelle le radis général. Donc ça, c'est une vue, ce qui fait actuellement ce qu'on appelle le Loop ou Down City ou le City Center. Donc c'est une partie au niveau des villes, et ça, c'est existant pas uniquement à Chicago, mais dans la majeure partie des villes américaines aussi. Donc c'est une partie où il y a une très grande densité, et les autres c'est un peu plus bas. Parmi aussi les résultats de ce travail des architectes et ingénieurs à Chicago, c'est que on a ce qu'on appelle l'ossature poteau-poutre. C'est une structure porteuse. Donc tout ça, il a libéré la façade. Donc on a libéré la façade, ce sont plus des façades porteuses. Donc pour aller en hauteur, il fallait libérer les façades, parce que la façade lourde va donner un poids supplémentaire au bâtiment et ça va poser un problème. Pour libérer la façade, il faut que les charges soient transmises à la structure. Donc les éléments de la façade, ils ne vont pas jouer un rôle de structure, ils vont jouer un rôle de remplissage uniquement, et les charges directement au poteau. Donc cette structure construite en acier, on l'appelait Chicago Construction. Donc c'était un seul modèle. Donc durant cette période, on avait un seul modèle. C'était une structure poteau-poutre avec les mêmes poteaux, les mêmes poutres, les mêmes travées. Donc c'est une structure standardisée qui existait durant cette période pour reconstruire la ville de Chicago. C'était une structure légère, bien évidemment, avec un montage rapide et facile. Et donc on dit que
la façade ou l'enveloppe, elle est passée du rôle d'enveloppe porteuse vers ce qu'on appelle une enveloppe protectrice. Donc avant, la façade, elle était porteuse. Elle va recevoir des charges et va jouer un rôle structurel. Maintenant, elle est protectrice. Donc elle va juste protéger l'intérieur des agents climatiques de l'extérieur. Donc la façade, c'est juste une enveloppe, une limite entre l'intérieur et l'extérieur. Elle ne joue aucun rôle structurel. Au début, ça c'est les premières tentatives de protection de la structure contre le feu. C'est-à-dire les choses ont été travaillées graduellement. Donc là, on a un poteau métallique qui a été recouvert par du mortier, puis recouvert par de la brique. Donc la protection ici, c'est une protection qui prend quand même une épaisseur importante. C'est par la suite, on a développé la protection par du plâtre ou des matériaux beaucoup plus résistants au feu, des matériaux ignifuges qui sont plus fins. Mais le début, c'était avec une structure métallique, mais recouverte avec de la maçonnerie. Donc c'est pour ça qu'on dit une structure porteuse n'est pas forcément synonyme de façade légère. Donc on peut avoir une structure porteuse, c'est-à-dire des poteaux et des poutres qui résistent aux charges, mais la façade, elle travaille avec de la maçonnerie, elle travaille avec de la brique et elle est lourde. Donc les deux ne sont pas contradictoires. Exemple, donc ça c'est une structure ossature porteuse. Donc là on est parti vers premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, et c'est uniquement les éléments de structure qui sont en train de supporter les charges. Mais la façade, si on va essayer de l'observer, ça ne donne pas l'aspect d'une façade légère, parce que les ouvertures, elles sont petites, il y a un revêtement qui est assez imposant quand même. Donc, l'ossature poteau-poutre, par la suite, ça a donné un mur rideau. Mais ça, c'est venu graduellement. Tout d'abord, dans les premières expériences et les premiers projets, on a travaillé la maçonnerie en façade et sur tous les niveaux. Par la suite, on a travaillé la pierre au niveau inférieur uniquement. Et après, dans la phase finale, on a travaillé avec les façades légères, c'est-à-dire avec des surfaces vitrées beaucoup plus importantes. C'est ce qu'on appelait par la suite le mur rideau. Donc ça, si on va essayer de situer un peu, ça c'est pas la dernière phase, parce que regardez, on a utilisé quand même des revêtements un peu lourds avec la pierre, ici, dans le bâtiment, et même dans les parties hautes. Et ça, c'est une phase beaucoup plus avancée, où on voit qu'on commence à profiter, on a compris que il faut quand même profiter de cet espace et donner une surface vitrée beaucoup plus importante. Au début, ça on l'appelait un mur rideau, mais ça s'est développé par la suite pour couvrir toute la façade. Donc la définition réelle d'un mur rideau, en fin de compte, c'est que la façade, c'est tout ça. On a les éléments de structure, donc le plancher, les poutres, okay, et au lieu de travailler les éléments de remplissage entre les niveaux, on va extérioriser la façade. La façade donc va travailler sur un plan à l'extérieur. Et tout ça, c'est vitré, il est juste accroché. Donc ça, c'est une photo réelle sur un chantier. Donc la structure, elle est là, elle va supporter le poids des planchers, de la dalle, etc. Et de l'extérieur, on a ce qu'on appelle le mur rideau, il est juste accroché. Donc la façade ici, elle ne résiste pas aux charges, elle est juste là pour protéger l'espace intérieur. Une autre illustration, et là c'est ce qu'on appelle des murs rideaux avec des panneaux préfabriqués. Donc là c'est des panneaux carrément qu'on vient mettre, et ça c'est la façade légère. L'ossature poteau-poutre, elle nous a donné aussi un autre avantage, mis à part l'avantage de la façade légère, elle nous a permis de travailler avec le plan libre. Donc le plan libre, il nous permet d'avoir un gain en surface, puisque les éléments de structure sont des éléments métalliques qui sont fins, ils ont une petite section, c'est différent des murs porteurs qui ont une section importante, et ça nous donne une liberté puisque l'espace il peut être flexible
avec un plan libre et possibilité de remodelage. Donc là, regardez par exemple au niveau de ce plan, les éléments de structure sont en train de reprendre les charges. Et si on veut travailler les cloisons, donc les murs intérieurs, on est libre. C'est ce qu'on appelle un plan libre, c'est-à-dire la division intérieure, elle est libre, elle est indépendante des éléments de structure. Les éléments intérieurs, les murs, les cloisons, ils n'ont aucun rôle de structure eux aussi. Donc la façade, elle ne joue pas un rôle structurel, les murs intérieurs ne jouent pas un rôle structurel. Donc on a une grande liberté de remodelage de l'espace. Donc on peut le travailler, le remodeler, c'est-à-dire le retravailler une autre fois. Donc on peut réaménager, après 3, 4 ans, 5, 10 ans, on peut réaménager l'espace intérieur avec une plus grande liberté. Donc, avec un bâtiment haut et une structure métallique, on avait quand même un problème de conception. Donc, on a récapitulé, si on va essayer de récapituler très rapidement, le premier problème, c'était comment aller en hauteur, comment travailler la structure métallique. On a trouvé une solution avec les fondations. On a trouvé une solution pour la protection contre l'incendie. On a trouvé une solution pour la circulation verticale avec l'ascenseur. Mais comment on travaille une façade très élancée? Une façade très élancée, c'est-à-dire une façade qui a un rapport hauteur-largeur très important. C'est-à-dire c'est une façade qui va en hauteur avec une petite largeur. Donc comment travailler cette façade? Il fallait quand même trouver une logique. Bien sûr, là, c'est grâce à Louis Sullivan qui avait le maître mot pour toute la théorie architecturale durant cette période. Donc lui, il a essayé de réfléchir. Il s'est dit qu'il faut trouver une relation entre la forme et la fonction. D'où vient la citation très connue « Form follows function ». Donc c'est la citation de Louis Sullivan. Donc pour lui, ici, on a un bâtiment qui a une hauteur importante. Il faut trouver comment travailler la façade d'une manière fonctionnelle. Il faut trouver une logique entre la fonction et la forme. On va expliquer tout ça. Donc pour lui, si on a une façade élancée, donc il y a ce rapport, donc il faut trouver une logique fonctionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans les niveaux supérieurs? Qu'est-ce qui se passe dans les niveaux intermédiaires? Qu'est-ce qui se passe dans les niveaux en bas? Donc lui, il a proposé de diviser la façade. C'est ce qu'il a appelé une structure tricorps. Tricorps, donc il a divisé la façade en 3 tri. Ok. Ça, c'est inspiré des colonnes antiques. Donc les colonnes antiques, elles s'étaient divisées en 3. Donc la base, le fût et le chapiteau. Donc lui, il a proposé de diviser ça et traiter chaque partie selon sa fonction, d'une manière différente. Alors, pourquoi la division n'est pas égale? Okay. Pourquoi cette partie elle est beaucoup plus importante que ça et ça? Donc ça, c'est la fonction et il y a une logique beaucoup plus rationnelle qu'on va expliquer par la suite. Donc la base pour lui, c'est une partie qui est traitée à l'échelle de la rue, à l'échelle du trottoir. Donc un être humain, s'il est en train d'occuper le trottoir, il ne va pas observer les parties supérieures. Il va s'intéresser à son échelle, à l'échelle de l'être humain. Bien sûr, il y aurait des commerces, parce que l'être humain, il peut accéder très rapidement et sortir. Ils peuvent voir à travers une vitrine. Donc, on va travailler les niveaux inférieurs par rapport au trottoir. Pour les niveaux dans la partie plus importante, c'est un rythme, c'est une répétition. La logique, c'est que toutes les fonctions ici se ressemblent. Généralement, c'est des bureaux qui ont la même surface et ce sont des bureaux sur tous les étages. Donc, on va les traiter de la même manière. Donc, rythme, répétition, c'est la même logique avec la fonction. La partie supérieure, elle a un rôle, c'est qu'elle va chapeauter le bâtiment. Ok? Donc, ça, c'est la finalité. Il faut terminer la façade. Il ne faut pas que ça continue vers l'infini. Donc, c'est une partie qui est beaucoup plus inférieure que ça. Donc, elle est travaillée parfois avec des corniches, parfois avec des frises, et parfois c'est des étages différenciés. C'est-à-dire, parfois, cette partie fait riyabad 2 ou 3 étages qui sont différents des étages du corps. Donc, cette logique, ça donne ça. Donc, on a la partie en relation avec, à l'échelle humaine, c'est la partie qui nécessite beaucoup plus un travail
on va dire, ornement pour le moment, c'est-à-dire un travail, une recherche beaucoup plus d'esthétique formelle, cette partie, parce qu'elle est visible, elle est proche, et la partie supérieure, parce que c'est le couronnement du bâtiment. Tout ça, c'est une partie qui est traitée avec moins d'importance, donc c'est quelque chose de plus sobre. Concrètement, ça donne ça. Donc ça, c'est un bâtiment de Louis Sullivan. On peut distinguer très rapidement les trois parties. Donc la partie base, la partie corps et la partie attique. On a partie base ici, elle est traitée en deux niveaux très importants. Donc il y a ici un travail sur un arc plein cintre, il y a des éléments ici de décoration. Tout ça, c'est un rythme avec une répétition. Et cette partie, elle est traitée d'une manière différenciée pour marquer le couronnement du bâtiment. Ça, c'est un zoom sur cette entrée, cette partie-là. Donc, si on va essayer de voir comment elle est traitée. Donc, il y a les portes d'entrée, il y a la notion de seuil, il y a la notion d'entrée. On va marquer ça avec un arc, avec des éléments un peu différents. Et à partir de ce moment-là, ça commence les étages supérieurs. Ça, c'est un autre bâtiment, mais regardez, c'est pratiquement la même morphologie. Donc, la base, le corps du bâtiment et l'attique. Donc là, ici, c'est beaucoup plus travaillé avec des ornementations. Mais si on essaie d'observer, ces ornementations sont d'origine beaucoup plus organique, naturelle. Donc, c'est des feuilles, c'est des motifs naturels et ça n'a aucune connotation historique. Donc, il n'y a pas la question de style historique ici. Il y a des éléments d'ornementation, oui, mais ils ne font pas partie d'un style historique particulier. Donc ça, c'est une création nouvelle. C'est des formes qui sont nouvelles. Un autre exemple, bâtiment de Louis Sullivan toujours. Donc regardez la base, c'est des commerces. Il y a une relation très directe avec le trottoir. C'est des commerces qui sont ouverts sur le trottoir, sur deux niveaux. Le corps du bâtiment. Maintenant, la partie attique, c'est juste cette partie très fine, cette partie en blanc. Ça forme quand même un couronnement. C'est très discret, on ne lui a pas donné une grande valeur. Si on va zoomer sur le côté entrée principale, cette partie-là, on va voir ça. Donc, c'est un travail avec la fente. On a travaillé la fente d'une manière décorative, toujours avec quelque chose de très sobre, un arc plein cintre, okay, des éléments avec un motif beaucoup plus organique, naturel et absence de style. Il n'y a pas de colonne historique, il n'y a pas de statuettes connues, etc. Ça, ce que vous voyez ici, c'est un travail sur le plafond. C'est cette colonne à l'intérieur, ici, là. Donc, c'est ce qu'on va voir. Toujours avec des motifs, parfois géométriques, parfois organiques, mais en tout cas, ça ne rappelle aucunement les éléments historiques. Donc, on a une colonne, mais elle est une nouvelle colonne, c'est une nouvelle typologie. Ce n'est pas une colonne qui reprend les éléments historiques qu'on a connus, par exemple. Ce n'est pas une colonne romaine ou autre. Un autre projet très connu, Auditorium Building. Donc là, on peut aussi distinguer la partie base, le corps du bâtiment et la partie supérieure. Toujours, c'est le même principe. On fait la différenciation parfois avec des différences de matériaux, différences de couleurs. Okay. L'influence romane, elle est très présente dans les travaux de Sullivan. Ça rappelle fortement les formes qu'on voyait dans les bâtiments de la Renaissance. Par exemple, le palazzo, quand on dit romain, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec l'Italie, tout ça. Donc, rappelez-vous toujours des arcs plein cintre, parfois des fenêtres jumelées. Donc là, un jumelage de deux fenêtres. Voilà, c'est la même chose. Travail de la partie supérieure, l'horizontalité. Donc il y a une forte influence, mais c'est pas l'élément stylistique, c'est pas le même. Donc c'est juste formel. On s'inspire de
On est influencé par l'architecture romaine, par l'architecture de la Renaissance, mais c'est une influence beaucoup plus formelle. On ne va pas utiliser les éléments stylistiques. Parmi les caractéristiques de l'architecture des bâtiments de Chicago, c'est qu'on a ce qu'on appelle le Chicago Window. Chicago Window, donc c'est une fenêtre qui a la caractéristique d'être divisée en trois parties. Donc une partie centrale qui est fixe et qui a une fonction particulière. Donc on dit form follows function. Pourquoi on la divise sur trois? Parce qu'on veut avoir une grande fonction qui est l'éclairage. Et pour l'aération, on va réserver les deux ici pour l'aération. Parfois, ce modèle il travaille en encorbellement. On a déjà parlé de la notion d'encorbellement, donc c'est quelque chose qui est similaire au porte-à-faux. Donc ça, c'est un autre exemple de cette fenêtre de Chicago. Ça, c'est en encorbellement. Donc si on va voir la ligne de la façade, l'élément qui est une fenêtre, il est travaillé en porte-à-faux par rapport à la ligne de la façade principale. Et la fenêtre elle va être divisée en trois parties. Une, deux et la troisième de l'autre côté. Parfois il y a des différenciations, mais toujours dans un aspect fonctionnel. Donc ici on a eu besoin de beaucoup plus d'aération que de l'éclairage. Un autre exemple ici, on a essayé de jumeler deux fenêtres ensemble avec un élément en porte-à-faux. Et ça c'est la structure de ce bâtiment. Donc là, si on va essayer de voir cette logique en tricorps, on va voir que la base ici, elle travaille avec un matériau différent, avec une relation avec le trottoir, une répétition et un travail couronnement du bâtiment. En termes d'ornementation, c'était très variable. Il n'y avait pas un style particulier, mais il y avait un élément en commun. C'est que les éléments d'ornementation, c'était comme une composante secondaire. Ce n'était pas l'objectif. Il n'y avait pas d'élément de style particulier. L'ornementation, elle est bien délimitée, c'est-à-dire elle est souvent travaillée soit dans la base, soit base plus attique. Dans le corps, il n'y avait pas beaucoup d'éléments d'ornementation. Les matériaux, c'était avec la pierre et la brique, la terre cuite et la fonte. Un élément particulier, c'est que la terracotta, c'est la terre cuite, a été largement utilisée et elle avait une couleur particulière, c'est la couleur rouge, la couleur de la terre, parce que dans les environs de Chicago, il y avait ce matériau qui était très présent, très disponible. Donc pour les éléments de décoration, on a dit qu'ils étaient très discrets. Donc au niveau de la façade ici, c'est pas très visible. Il n'y a pas une très grande colonne imposante qui marque. Donc il y a juste des petites colonnes qui sont collées sur les ouvertures. Elles sont très discrètes et elles n'obéissent pas à une règle particulière. Donc si on va essayer de voir la base, le fût, le chapiteau, elle n'est pas corinthienne, elle n'est pas dorique, elle n'est pas ionique. Donc c'est une nouvelle forme. Ça, on ne peut pas l'appeler un pilastre, mais c'est quelque chose qui rappelle le pilastre. Sinon, parfois, on travaille avec des motifs floraux ou géométriques, ou les deux. Ça, c'est le Manhattan Building de William Le Barongini. Donc, dans cette partie de Chicago, si on va essayer d'analyser aussi ce bâtiment, on va voir que la partie rez-de-chaussée, elle travaille en trois niveaux, 1, 2, 3, avec un matériau. La pierre, c'est très visible, très ouvert. Si on va zoomer sur cette partie des balcons, ça, la partie supérieure ici, on va voir ça. Donc il y a des sculptures, parfois il y a des éléments d'ornementation, mais en tout cas c'est très discret. De l'extérieur, de loin, c'est pas très visible. Ok, donc l'élément de décoration avec, il est là. Et donc ça c'est le rez-de-chaussée en pierre. Ça, c'est la partie où on a vu les statues, mais le reste, il n'y a absolument rien du tout, c'est très discret. Donc pour l'influence des différents architectes, bien sûr on a parlé de William Le Barongini dans le cours précédent et son effort pour la structure métallique. On va parler de l'influence de Louis Sullivan, donc c'est un architecte
qui était très influencé par le style roman ou le néo-roman. C'est lui qui a publié beaucoup d'ouvrages sur ce qu'il a appelé l'architecture organique, ce qu'on a développé par la suite comme architecture fonctionnaliste. Organique, c'est pas parce qu'il y a des formes organiques, mais organique parce que elle est inspirée de la nature. Sa logique, elle est inspirée de la nature. On utilise les formes naturelles. Et dans la logique, ça s'est développé par la suite. Séminaire, fonctionnalisme, et dans ses ouvrages, il a parlé de form follows function. Donc, pour lui, si on veut travailler un élément dans un bâtiment, il faut trouver un aspect rationnel, une logique, et il n'y a pas mieux que la logique fonctionnelle. Donc, pour lui, c'est un aspect très important et il nous permet de se débarrasser de l'académisme formel européen. Donc l'académisme formel européen, c'est toute cette histoire de style et de forme historique, de hiérarchie des façades avec des frontons et des colonnes, etc. Donc pour lui, ça, c'est pas très intéressant. Il s'est dit que la nature, elle est bien faite. Il y a des formes intéressantes dans la nature et ces formes, elles remplissent des fonctions bien particulières. C'est-à-dire pourquoi la montagne, elle a une forme, par exemple, avec un sommet pointu. Pourquoi un arbre, il a des racines en bas avec une forme quelconque? Et quelle est sa relation entre cette forme et cette fonction? Et il a trouvé que la nature, elle est bien faite. Elle a des formes qui sont très fonctionnelles et ça marche très très bien. C'est pour ça qu'il a parlé d'architecture organique. Donc une architecture qui puise sa logique dans la nature. Il a donné l'exemple de la fleur, de l'aigle, de l'arbre. Si on va prendre la fleur par exemple, la forme de la fleur, c'est une forme très fonctionnelle. C'est-à-dire les éléments qui sont ici, les pétales, elles ont une fonction. Donc elles protègent la partie intérieure. Ici la forme elle est courbée. Donc ça c'est un récipient, un support, sahn. Ça va contenir un liquide. Il y a un liquide ici. Le liquide avec c'est le nectar. Et l'abeille, elle va venir ici chercher le nectar. Donc la forme c'est pour accueillir ou préserver le nectar. Et ici il y aurait le pollen. Et donc il y a toute une histoire en relation avec ces éléments et leurs fonctions. Et donc Louis Sullivan, il s'est dit que tiens, ça c'est une bonne logique, il faut la reprendre pour l'architecture parce que c'est une logique qui est réussie. Donc si on va faire une hiérarchie au niveau de la façade, on ne va pas faire une hiérarchie dans le sens prestige, c'est-à-dire la façade principale ou la façade qui donne sur le palais X ou Y ou quoi que ce soit. Donc non, si on va faire une hiérarchie au niveau d'un bâtiment, c'est une hiérarchie dans un objectif fonctionnel. On va travailler ici parce qu'il y a une fonction précise en relation avec ça. On va travailler ça parce qu'il y a une fonction différente. D'ailleurs, pour les bureaux, pour Sullivan, il a donné l'exemple de la ruche d'abeilles, c'est-à-dire la forme des cellules. Toutes les cellules d'abeilles se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes la même fonction. Donc pour lui, tous les bureaux vont être les mêmes. Ils vont se ressembler parce qu'ils ont la même fonction. Pourquoi changer la forme puisqu'ils ont la même fonction? La démarche organique et fonctionnaliste selon Sullivan doit permettre la différenciation esthétique des bâtiments selon la fonction. Donc dans une deuxième phase, Sullivan il a essayé de faire une recherche, il a essayé de développer une forme pour chaque fonction. Et on a déjà vu ces travaux avec les visionnaires français Louis Boullé et Claude Nicolas Ledoux, qui ont essayé de donner une typologie. Par exemple, l'hôtel il a telle forme, l'école elle a telle forme, la maison de l'artiste elle a telle forme. Pour lui, Sullivan, il a essayé de tenter une certaine recherche dans ce sens. Et il a développé ce qu'il a appelé la théorie des forces géométriques. Donc ça, c'est qu'à travers un dessin géométrique, on peut arriver vers des créations
de nouveaux éléments d'ornementation différents des éléments historiques. Le volet différenciation des bâtiments par rapport à la forme, lui Sullivan il a essayé de travailler certains bâtiments. Donc ça c'est National Farmers Bank, donc ça c'est une banque. Il a essayé de donner une nouvelle image de la banque. Donc pour lui la banque c'est pas un bâtiment qui doit ressembler à une école. C'est pas un bâtiment qui doit ressembler à un immeuble à bureau. Donc une banque c'est un bâtiment qui doit être différent. Donc ça c'est une autre banque, c'est un bâtiment similaire. Donc ça c'est une autre banque et ça c'est une autre banque aussi. Et l'élément en commun entre tout ça, c'est que lui Sullivan il était en train d'expérimenter la ressemblance entre la boîte à bijoux et la banque. Donc la banque c'est un espace, c'est un bâtiment où on va stocker, on va dire préserver une liquidité, de l'argent. Et il s'est dit, tiens, la boîte à bijoux elle remplit cette fonction, pourquoi ne pas travailler la banque avec la même logique. Et c'était une série de banques qui ont été réalisées dans un parcours bien déterminé. Pour la théorie des forces géométriques, Sullivan a parlé ça, il a appelé de l'inorganique à l'organique. C'est-à-dire, on peut commencer avec des formes inorganiques, c'est-à-dire des formes géométriques, cercle, triangle, carré, pentagone, hexagone, octogone, etc. Et on peut développer tout ça, on peut combiner et arriver à des formes qui ressemblent à des formes organiques, c'est-à-dire des formes de dessins géométriques de, par exemple, fleurs, feuillage, etc. D'un pentagone qui est une forme géométrique inorganique, donc on peut travailler, le développer avec des demi-cercles, des arcs, etc. Et à la fin, ça va nous donner ça. Et c'est ce qu'il appelait pentagone in action. Donc c'est pas un pentagone dans une forme statique, mais on va le développer et ça va nous donner un motif. Ce motif, il est nouveau. Il n'existe pas dans les références historiques. Et on peut voir ici le développement de l'hexagone. Vous savez comment on peut arriver à des éléments de décoration. Donc ça, ce motif-là, si on va te compte, un carré, puis un deuxième carré, et on va travailler tout ça pour arriver à cette forme. L'école de Chicago, c'est en fin de compte un groupe d'architectes et d'ingénieurs qui se sont réunis pour travailler et développer de nouvelles procédures de conception et de construction pour faire pour faire face à une grande demande en bâtiment. Cette demande, elle est issue, donc le contexte, c'était l'incendie de Chicago dans l'année 1871, plus le boom démographique. Les défis, donc il y avait les défis de protection de la structure contre l'incendie, il y avait le défi de la circulation verticale avec l'ascenseur, il y avait les défis de travailler les fondations, et on a vu comment on a développé les structures profondes et le radis général, et on a vu le défi comment travailler une façade élancée, donc une façade qui va en hauteur, et comment on a développé les principes de la façade tricorde, divisée en base, corps et attique, et comment elle travaille dans un aspect fonctionnel selon la théorie du fonctionnalisme. Et on a vu comment Louis Sullivan il a développé l'architecture organique qui est pratiquement la même que l'architecture fonctionnaliste. L'organique, c'est qu'au début on s'est inspiré de la nature pour trouver des logiques de travail, et fonctionnaliste, donc comment on a appliqué ça en architecture. On a vu comment il a travaillé aussi dans la théorie des forces géométriques. On a vu comment on travaille des éléments de décoration d'une manière différente en développant de nouvelles formes avec ce qu'il appelait de l'inorganique à l'organique. Voilà, c'est en tout pour ce cours. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine séance que j'espère au niveau de l'amphi.